Si je marche mes mots, est-ce que j'optimise mes phrases? Je m'en sais pas. C'est du chewing-gum. Bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de MMUman, Rodoudou et Medbel. Bonjour l'équipe. Salut tout le monde. Bonjour Cécile. Bah alors, tu optimises tes mots? Ouais, j'optimise à mort. Mais non, en fait, c'est Rodoudou qui optimise. Ah bon. Et oui, parce que c'est le sujet du jour aujourd'hui. C'est ma chronique. Sa chronique. Et dans la chronique, tu fais de l'optimisation? C'est ça. Ok. Il a optimisé sa phrase. Les réponses sont très courtes. Bah, hein. c'est optimisé. Courtes et directes. Mais avant de passer à ton sujet, Medbel, on t'écoute? Je voulais dire, en Suisse, on optimise aussi. Oui, mais ah non, c'est Un peu plus fiscalement, je pense. Ah oui, c'est Ouais. une autre façon, mais ça compte aussi. C'est pas faux. Mais avant de passer à ce sujet, un peu d'actu? L'espièglerie, c'est... MMU, non, c'est pas de l'espièglerie, c'est des sites web. Ouais, des sites web suprémacistes blancs fuités et supprimés en direct au 39C3. Donc lors du rassemblement annuel du CCC, donc le 39C3 c'est le 39e Chaos Communication Congress, un hacker déguisé en Power Ranger rose a en direct, à la fin de sa conférence, effacé 3 sites web des suprémacistes, après bien sûr avoir fait une copie des données, y compris la géolocalisation de ses membres. Ces white leaks seront mis à disposition des journalistes. Ah, il semble que la géolocalisation soit déjà visible sur une carte montrant des patates. Bon, c'est pas très gentil pour ces tubercules. Voilà, j'ai raté cette conf, j'en ai vu d'autres au 39C3, mais j'ai pas vu cette conf, faudrait que je rattrape. Ma foi. Journée d'indépendance numérique D-Day, c'est tous les mois. Annoncé à l'occasion du 39C3, des hackers européens veulent s'attaquer aux géants de la tech chaque mois en 2026, lors d'une journée de l'indépendance numérique. Chaque premier dimanche du mois, les participants sont invités à quitter concrètement un service d'un géant du numérique pour lui préférer une solution libre et moins problématique, et en faire un rituel collectif. Ouais. Ça devrait être un rituel employé dans des entreprises aussi. Ah oui, c'est pas réservé aux hackers. Hein. D'ailleurs, je crois que Framasoft est en train de parler de Framablabla, enfin j'ai oublié le nom du service, puisque Discord est en train de se faire privatiser pour entrer en bourse. Alors parce qu'il y a Framateam, je sais plus, mais oui, ils ont du Mattermost et tout. Il y a des façons de remplacer Discord. Ça va être compliqué pour arriver à faire migrer les gens tous au même endroit. Mais Oui. bon. Ah oui, parce qu'on multiplie les outils de communication. Hein. C'est ça. Eh C'est tout bien, pour l'actu. bah oui, c'est déjà tout pour l'actu. Écoutons une musique de bonne année. Et on se retrouve tout de suite après avec ton sujet sur l'optimisation. À tout de suite. Bonne année.
ça se finit un peu sec, je Un trouve. peu brut, oui. Mais Ouais, c'est sympa. Et il s'agissait de Bonne année 2026 de White Dot, une musique qui a illustré une démo qui a été faite sur Thomson. Et oui, comme quoi, hein, on peut ressortir des vieilles machines. Enfin, je mais crois que c'est c'est laquelle machine? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un projet qui est disponible sur GitHub. Donc, Ah oui, voilà. donc c'est open source, c'est bien. Exact. Enfin, il y a le code source en tout cas. Oui, parce que. Ah non, j'ai un 404 quand je suis le lien. Ah, mais parce qu'il y a une parenthèse à la fin du truc là sur le lien. Ah, il s'est foiré. Oui, j'ai eu Ouais. un peu de mal aussi. Parce qu'il faut préciser qu'il est difficile de faire de la musique sur Thomson. Oui. C'est pas du tout un ordinateur prévu pour. Hein. Ah, ça, On c'est est bien l'émulateur, d'accord. Par contre, le mien il fait de la musique tout seul. ça. Vraiment, Je vais pas demander. T'as un truc pour couper le Oui, haut-parleur. j'ai coupé le haut-parleur, mais non, j'ai oublié en fait. Hein. Ouais, c'est ça la technologie. Hein. C'est bien beau et tout. C'est On bon, essaye de. T'as ton chargeur, c'est bon? Oui, non, j'ai oublié mon chargeur à des clics. Eh bien, écoutez, vous êtes toujours sur Radio Méga ou bien Cactus ou sur Westrack, tout dépend de là où vous nous écoutez. Et vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur le numérique. Et si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez le rattraper sur underscore.radio.fr. Je rattrape. Et voilà. Ouais. Et avant de faire encore de la digression, je vais laisser la parole à Rodoudou qui va nous parler d'optimisation. Et oui, bienvenue dans les Chroniques Geeks. Alors, pas de résumé des épisodes précédents, car aujourd'hui c'est une chronique hors série sur les optimisations depuis le temps que je vous en parle. Et ben là voilà. Cette chronique sera un peu particulière puisqu'elle s'étale chronologiquement sur l'ensemble de ma vie d'informaticien. Alors, je commence à découvrir des optimisations en faisant des rotozooms au lycée avec les copains. Visuellement, c'est toujours le même rotozoom à l'écran, sauf T'as que... rotozoomé au lycée? Ouais. Sauf que, sur la même machine, les optimisations changent la vitesse d'exécution du programme. Sur la même machine, les optimisations sont importantes, voire indispensables. Adolescent, je ressentais déjà l'utilité des optimisations. Je voyais bien que certains jeux Amstrad étaient lents en plus d'être moches, et que d'autres jeux, en plus d'être beaux, affichaient plus de sprites, plus gros, plus fluides. Les programmeurs de jeux vidéo savaient qu'il était important d'optimiser leur code. Souvent, ils inspectaient ce que faisait la concurrence, nombreux sont ceux qui ont avoué depuis, pour copier de nouvelles techniques. Et quand on regarde l'évolution des jeux sur Amstrad, il y a une nette différence entre les productions de 1985 et celles de 1990. Le temps de connaître la machine, de développer de nouvelles techniques. Par exemple, toujours sur Amstrad, le jeu Wake Le Mans inaugure une routine de tracé de route. Un des coprogrammeurs, mais pas celui qui avait fait la routine de route, va réutiliser la routine et l'améliorer pour sortir le jeu chez HQ l'année suivante. La routine sera à nouveau simplifiée et optimisée une deuxième fois pour le jeu Burning Rubber à la sortie des modèles Plus. Ces jeux n'ont rien à voir, mais ils sont pourtant issus du premier, suite à des optimisations pour donner de l'intérêt au nouveau jeu. Plus tard, quand je regardais des démos, il faut reconnaître qu'elles n'étaient pas toutes passionnantes, sauf pour l'œil du programmeur qui voyait de suite que cette 30e routine de mapping qui affichait le même objet que les autres, le canard, le masque ou la théière, était la plus rapide du moment. Et oui, il fallait être très très geek, mais on savait apprécier ce genre de performance. Plus tard, à l'université, je surprendrais certains profs avec des optimisations. Nous avions eu un TP dont le sujet était la création d'un algorithme de tri de données. Celui présenté par le professeur était le plus lent qui soit, le tri à bulles. Comme son nom l'indique poétiquement, le tri à bulles consiste à parcourir l'ensemble des données d'un tableau et pour chaque valeur, à permuter les deux valeurs côte à côte si elles ne sont pas dans l'ordre, faire remonter la valeur la plus élevée. La complexité de ce tri est astronomique. On parle de complexité ON carré ou complexité carrée. Ce prof nous avait pourtant parlé des opératrices de saisie qui triaient les cartes perforées des vieux mainframes en binaire dans les années 70. C'est ce tri que je réaliserai pour le TP, autrement appelé radix sort. Le concept est simple, on part des bits les moins significatifs qu'on sépare en deux fils, 0 à droite, 1 à gauche, et une fois qu'on a terminé, on reprend nos deux tas, qu'on superpose et on passe au bit suivant. Il est possible d'améliorer la vitesse du tri en groupant les bits.
Par exemple, si on regroupe par quartet, il faut 16 fils dans lesquels répartir nos fiches. Ensuite, on dépile nos 16 piles comme un collier de perles hein, et qu'on entasse et on passe au quartet suivant. La complexité de ce tri est très intéressante car il est de complexité linéaire, c'est-à-dire que trier 1 million de données sera seulement 10 fois plus lent que trier 100 000 données. Avec une complexité au carré, comme le tri à bulles, on peut vite rejoindre l'impossibilité de terminer le tri avant de mourir. La professeure était venue en salle informatique pour tester nos programmes lors du cours. Et quand elle exécuta le mien, après l'avoir compilé sans vraiment le regarder, elle a pensé qu'il ne fonctionnait pas, car il avait terminé instantanément. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Une forme de déni s'était installée. Elle ne voulait pas vérifier que le résultat était correct. Elle avait divisé par 0. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Et même après avoir attesté que mon programme triait bien et à la vitesse de l'éclair, je n'ai pas eu 20 sur 20. Je vous avoue que j'étais très, trop très... Elle était jalouse. J'étais frustré. Voilà, ça mérite un procès. Elle ça. avait son chouchou, mais c'est pas grave. Les optimisations n'ont jamais été au programme d'un quelconque cours de programmation, ni même d'algorithmie, ce qui, après une carrière professionnelle qui approche les 30 ans de programmation, Ouais. n'en finit pas de me surprendre. Sauf à l'école de la Démocène. Alors, Là, t'es obligé. Là, voilà. Donc, j'avais des copains qui étaient à l'école d'ingé d'à côté et eux, ils avaient eu des programmes beaucoup plus chiadés que là où j'étais. Bah, déjà, la notion de complexité, les O2N, O2 machin, ça, déjà, t'apprends ça. Tu sais ce que ça veut dire, déjà. C'est ça. Voilà, et donc les optimisations sont essentielles à un niveau qu'on n'imagine pas souvent. J'ai plus tard travaillé dans l'informatique industrielle et le traitement du signal. On avait une routine de filtrage qu'on devait exécuter rapidement, mais elle n'allait pas assez vite. Le processeur était pourtant un beau bébé, et je me rappelle que c'était un K62 à 300 MHz. Ça fait un K62 350 chez moi. Sauf qu'idéalement, il aurait fallu aller 2 fois plus vite. Et il n'existait pas de processeur 2 fois plus rapide à cette époque. Que faire ? On n'allait pas attendre 2 ans qu'un gros CPU débarque. Je désassemble le code C généré par le compilateur et je jette un œil. Il me semble optimisé. En l'état, à moins de changer l'algorithme, les calculs étaient faits de la meilleure façon. Sauf que le programme installé chez notre client s'exécutait en 20 secondes au lieu des 12 prévus. Naïf, je dis au commercial, on s'en fout, non ? Grave erreur, il me répond du tac au tac. Avec 20 secondes, ils font 4000 pièces par jour. Avec 12 secondes, ils en font 7000. Et il y a déjà 3 mois d'attente pour les clients. Ah, je crois que quelqu'un avait oublié de me mettre au courant de ce léger détail. Maudite routine de filtrage. C'était pourtant pas bien compliqué une routine de filtrage. Quelques valeurs, quelques coefficients. On multiplie les valeurs par leurs coefficients respectifs, on additionne le tout et on passe au suivant. En regardant le code produit par le compilateur, on remarque qu'il a mis en registre les coefficients. Les registres sont internes au processeur et sont d'accès instantané. Il a fait ça car les coefficients ne changent pas lors du filtrage et les données sont lues à la suite. Puis, on décale toutes les données pour sortir la plus ancienne, mettre l'avant-dernière dernière, l'avant-avant-dernière avant-dernière, etc. On passe donc la moitié du temps à faire des multiplications-additions et l'autre moitié, on la passe à décaler nos données. Je te copie là-dedans, toi là-dedans. Et ces données copiées, elles, ça se passe en mémoire vive, donc d'accès plus lent. Et comme le tableau est gros, on ne peut pas le mettre en registre, ni dans le cache qui est plus petit. L'optimisation était contre-intuitive. Il fallait utiliser la pile du coprocesseur, qui travaille en fameuse notation polonaise inverse. Et en utilisant la pile du coprocesseur, on pouvait décaler les données. En effet, quand on ajoute une valeur dans une pile, toutes les anciennes se retrouvent naturellement décalées. Et les plus anciennes sont éjectées de la pile. Les coefficients gagnaient à être relus de la mémoire vive, car à chaque fois, cela faisait en réalité travailler facilement le cache interne, qui réussissait à tous les coups. On avait réduit la complexité et utilisé au mieux le cache. La vitesse d'exécution avait été multipliée par 2 en changeant la façon d'accéder à la mémoire. Le client était content, moi aussi, j'avais doublé la vitesse du code. On était vraiment sur une optimisation propre au 486 et à ses successeurs. Il était fini le temps des processeurs facilement prévisibles qui exécutaient chaque instruction systématiquement à la même vitesse. Les processeurs synchrones n'étaient plus. Il fallait maintenant compter sur les ratés de cache, une mauvaise prédiction de branchement, car quand ce qu'on veut lire n'est pas présent en cache ou mal prédit,
des pénalités lourdes s'appliquent. Attention, tu spécules. Il fallait modifier ces algorithmes pour optimiser en fonction de ses comportements. Ouah, mais qu'est-ce que c'est la prédiction de branchement ? Eh oui, introduite avec les Pentium, pour un processeur grand public, le processeur conserve dans un cache les 256 derniers branchements rencontrés. Le BTB, pour Branch Target Buffer, stocke une estimation de 0 à 3 pour le branchement. Le saut est fortement possible, moyennement faible, fortement faible. C'est que les processeurs modernes lisent le plus d'instructions à l'avance pour perdre le moins de temps possible à lire la mémoire au moment où ils pourraient en avoir besoin, et ceci afin de pouvoir faire des calculs ou des transferts. Un tel mécanisme va ralentir considérablement n'importe quel programme qui repose sur un branchement aléatoire. Mais sur du code critique, on pouvait gagner sans problème 30% de vitesse en scindant le code conditionnel en deux. On écrivait une routine qui favorisait la condition réussie, une routine qui favorisait la condition ratée, et en fonction du résultat de nos conditions, on sautait d'une routine à l'autre. La répétition des conditions identiques renforçait la prédiction du processeur. Et là, je vous illustre ça avec le cas particulier où on sait qu'on n'a que des vrais-faux qui se suivent. Dans le cas d'une alternance pure, on ferait une autre routine. Voilà, donc ce qu'il fallait, c'était vraiment adapter son code au nouveau processeur. Et vous pensez qu'en dehors de l'industriel, les optimisations ne servent à rien ? Bah ouais. Fin des années 90, Quake 3 Arena cartonne. Le studio ID Software est réputé pour toujours avoir écrit du code super optimisé. Eh bien, malgré que ce jeu utilisait les cartes 3D de l'époque, il contient une routine OVNI, la fameuse racine carrée inverse rapide. Alors, si vous avez fait un peu de géométrie, vous savez qu'il est utile de diviser par la racine d'un nombre quand on veut calculer une distance à partir d'un vecteur. Merci. Je vais passer des trucs à ce sujet-là. Merci Pythagore. Revenons donc à ce jeu dont les sources seront dévoilées quelques années plus tard. Des gens trouvent alors dans le code la fameuse fonction calculant cette racine inverse. Et si le code ne fait que quelques lignes, il est pour le moins cryptique. Rendez-vous compte ? Il caste un nombre flottant comme si c'était un nombre entier pour lui appliquer des opérations logiques. Vous avez besoin d'une traduction ? Alors, pour imager la chose, disons qu'on changerait la valeur des chiffres d'un nombre pour en faire un autre, qu'on lui appliquerait une opération sur ce nombre, qu'on ferait la traduction inverse pour revenir d'une certaine façon à notre premier nombre. Et bien, figurez-vous que ce petit hack permettait d'obtenir à 3% près la valeur de cette racine carrée inverse. Et on pouvait améliorer la précision à 0,17% avec une petite itération supplémentaire. Pour du calcul scientifique, c'est pas terrible comme précision. Mais dans le cas de Quake 3, il s'agissait de calculer des lumières dans un jeu. Le calcul était largement suffisant et surtout 4 fois plus rapide que la véritable opération de calcul. Longtemps attribué à John Carmack, il apparaît que cette optimisation date de la fin des années 80 dans un logiciel de calcul sur des stations Silicon Graphics. Quelques années plus tard, je travaillais pour la billetterie spectacle. Les machines s'écroulaient quand de gros artistes ouvraient les ventes. Ah oui, comme Ticketmaster. Hein. C'était chez eux aussi. Imaginez un peu Madonna au Stade de France, 60 000 personnes qui se ruent sur un site web pour acheter des places. Quel site peut supporter ça sans brancher ? Aucun. Et puis c'est rigolo, dans certaines salles de plusieurs milliers de personnes, on peut choisir son siège. Comment gérer les conflits de réservation si quelqu'un choisit une place mais finalement ne finalise pas sa commande ? Etc. Ce n'est pas simple. La base client aussi était énorme, vu qu'il n'y a réellement en France qu'une seule société qui s'occupe de faire ça pour différentes enseignes. Plus tard encore, je travaillerai dans l'EDI, l'échange de données informatisées. Dit comme ça, on ne sait pas trop de quoi on parle. Ça consiste à transmettre des documents commerciaux entre sociétés, des commandes, des factures, des paiements. Maintenant, imaginons une chaîne de supermarchés qui référence 30 000 produits dans son magasin. Cette même chaîne de supermarchés en possède quelques milliers en France. Comme toute chaîne de supermarchés, il y a une centrale d'achat qui s'occupe de passer commande pour tous les magasins. Ce ne sont pas chaque magasin qui passe commande. Le tableau est brossé, maintenant on passe au calcul. Chaque jour, chacun des 2000 magasins fait l'état de son stock sur ses 30 000 produits en fonction des ventes du jour. Un programme récupère les 2000 états de stock, fabrique un méta-achat pour la centrale d'achat des 30 000 références. Vient ensuite le côté funky de la chose.
passer 30 000 commandes, faire 30 000 paiements, recevoir 30 000 factures. Tout ceci en moins d'1 heure chaque jour vers minuit. Ah, et j'oubliais de préciser, chacun des 30 000 fournisseurs a son propre système de paiement, ses propres logiciels. Il faut donc pour chacun des 30 000 fournisseurs prévoir 30 000 programmes, traducteurs, chargés de traduire les ordres de la centrale d'achat en ordre spécifique à chaque fournisseur. Et pareil dans l'autre sens pour les factures. Les factures sont traduites pour être intégrées au système de la centrale d'achat. Il n'y a guère que les paiements qui passaient bien. Là, curieusement, c'est bien standard. Faut que le pognon circule. Voilà. Ouais, c'est bien, hein. Génial. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus balèze que ça ? Du médical, peut-être ? Bah ouais, vas-y. Les données médicales sont un peu particulières. Ce sont les seules qui ne périment pas et qu'il ne faut pas effacer. Si vous avez une pathologie, des résultats d'analyse, il faut les conserver. Selon les patients et les pathologies, on peut être amené à faire des analyses médicales toutes les semaines. Chaque analyse met en branle tout un tas de règles médicales et de paiements dus à des cotations, des remboursements, une mutuelle, des autorisations diverses. Les analyses doivent être validées par un biologiste, éventuellement une deuxième personne dans le cas d'analyse critique. Et comme tout ce qui touche à la santé et à la vie d'un patient, tout ceci doit être tracé. Quand le biologiste valide un résultat et fait son compte-rendu, même si certains CR sont un peu automatisés, il faut qu'il ait accès à d'éventuelles analyses antérieures. Et oui, c'est là où on voit les anciennes références sur vos analyses. Et là, je reprends mon petit vieux qui vient faire ses analyses toutes les semaines et qui fait pédaler dans la SMOOL, la base de données, parce qu'il faut brasser son historique d'analyse pour l'afficher au biolo. Et tout ceci est tellement complexe qu'il faudrait refaire le logiciel de zéro avec un modèle base O, sauf que le logiciel, il se traîne 20 ans d'évolution légale et que le refaire est une mission impossible. Donc on optimise sans cesse ce qui peut être fait avec des caches divers variés. On appelle ça les dettes techniques. C'est ça, la dette technique, ouais. Et donc, on met des grappes de SSD, mais ça suffit pas, parce que attendre 5 secondes, c'est trop pour voir un historique. Ah, et puis j'avais oublié de vous Il faut être malade, monsieur, hein. J'avais oublié de vous parler de mon passage dans l'éditique. L'éditique, c'est par exemple ceux qui vous envoient des prunes. Ah ouais, et tu y es encore ou non? Non, c'est non. fini. Ah, dommage. Donc, ils vous envoient des prunes, des relevés d'impôts, des factures. Donc, chez eux aussi, on traite aussi des gros volumes de données. Et pour chaque ligne d'un fichier, il faut générer un document unique. Il faut envoyer tout ça à des grosses machines qui s'occupent de faire de l'impression et de la mise sous pli. Et dans un de ces centres, il y avait un programme qui devait compresser des milliers de fichiers. Il n'était pas possible d'écrire la ligne de commande qui compresse tous les fichiers. Ah, c'est trop long. Ça aurait fait une ligne de commande trop longue pour cet Unix, autour de 28 000 caractères, c'est à peu près 20 pages d'un roman. La solution technique trouvée par l'équipe en place était d'ajouter un par un les fichiers à l'archive en cumulatif. Ouais, mais faut pas être pressé. Au début ça va, mais plus l'archive augmente, plus il faut la réécrire. Et on se retrouve avec le souci de complexité du tri à bulles. Vous vous rappelez le truc qui rame rapidement ? Donc Oui, là, mais t'as pas eu 20 sur 20. j'ai pas eu un sur. Cassé. L'optimisation évidente serait de trouver la longueur maximale de la ligne de commande et de créer une ligne de commande le maximum possible à chaque ajout. Personne ne l'avait fait parce que cette limite était fluctuante en fonction de l'environnement en cours. Et donc, il y avait à la fois cette imprécision et la peur de se retrouver un jour bloqué. Donc, au début, la lenteur de ce script devait être supportable. Et puis, les années passant, la compression des fichiers pouvait prendre jusqu'à 1 heure de traitement. Alors, en fait, j'ai fait le calcul qui consiste à calculer en dynamique la taille maximum possible. Et une fois la modification réalisée, avec la petite marche qui va bien, faire les lignes de commande, on était tombé à quelques secondes. Ouais, On avait gagné 1 heure de temps machine sur la même machine. Et ça, c'est vraiment un cas d'école que j'ai retrouvé partout. C'est-à-dire qu'on crée un programme qui n'a pas vocation à traiter de gros volumes. Et comme par hasard, arrive le jour où on lui donne de gros volumes à traiter. par hasard. Comme de par hasard. Et ça s'écroule. Et oui, parce que le volume augmente. Puis bien, bien plus que la vitesse des machines augmente. Ça se passe toujours comme ça au début. Ouais, on va mettre une machine plus balèze. Puis en fait, on a déjà la machine la plus balèze. Et elle est aux fraises. L'assembleur, je vous ai déjà parlé d'assembleur ? Oui. Peut-être. Ce langage oublié que seuls les anciens pratiquent n'a pas échappé à la malédiction de la montée en charge. Absolument tous les assembleurs sont lents. Mais lents de chez lents. Pourquoi ? Parce que comme souvent avec l'assembleur, les gens qui écrivent dans ce langage font des petits programmes bien optimisés. Personne n'écrit des dizaines de milliers de lignes d'assembleur. Sauf le compilateur. Mais moi si je le fais.
Et quand j'ai commencé à écrire le code de ma démo CRTC Cube, j'avais à peine écrit 10% de la démo que l'assemblage prenait déjà 1 bonne minute. C'était infernal. Et je suppose qu'il y avait aussi un problème dans la façon de lire les fichiers sur le disque, mais peu importe. L'assemblage était atrocement lent. Et faute de pouvoir continuer à avancer sur la démo, je me suis retrouvé à écrire un assembleur rapide, Rasm. Et aujourd'hui, Rasm est le seul à pouvoir assembler des millions de lignes en quelques secondes. Tous les autres sont à la rue parce qu'ils n'ont pas optimisé. Et ne comptez pas sur une machine plus puissante pour pallier vos programmes lents. Le temps de la loi de Moore est terminé. Alors, par quoi pourrait-on conclure? Un avis tranché? Pardon. On nous parle beaucoup de dématérialisation aujourd'hui. Tout ce dont je viens de vous parler, ou presque, c'est de la démat. On fait des factures, on vend des places, on engrange des paiements, on stocke des dossiers médicaux. Et si on optimise à tout va, il y a bien une raison derrière tout ça. La réponse évidente, Faire plus. l'argent. Et oui, les sous. Mais ça, c'est le symptôme, c'est pas la cause. La cause, c'est que la dématérialisation est un mensonge, au mieux une fiction. Vous vous rappelez de la phrase « le cloud, c'est simplement l'ordinateur d'un autre » ? Et oui. C'est tellement vrai. Et donc, dans à peu près tous les domaines où la fameuse dématérialisation a été faite, on a en fait augmenté la matérialisation. Les ordinateurs, les data centers, l'électricité, tout ça existe. On doit les produire, on doit polluer. Donc non, la dématérialisation est bien matérielle. Elle a permis d'augmenter les rendements via les optimisations, mais... Et ça, c'est une deuxième loi de l'optimisation. Chaque optimisation ne permet pas de faire des économies. On augmente les usages. Et c'est comme l'effet rebond avec les ampoules à LED. On en met plus parce que du coup, ça consomme moins. Voilà. Donc c'est cool d'avoir plein de lumière. Voilà, donc je vais pas dire que c'était mieux avant, mais voilà. Parce que je remarque d'ailleurs que les grosses armoires à classement n'ont pas complètement disparu. Vous savez, ces rangées de porte-documents montées sur des rails comme un carrousel. Et les deux ténors du genre continuent à en vendre. Ah ouais. Voilà. Donc les optimisations, voilà, je me suis un peu dispersé sur la fin de ma chronique. Mais les optimisations, c'est bien, c'est essentiel. Par contre, faut faire attention aux usages derrière quand même, quoi. C'est clair. En tout cas, moi, je noterai quand même que pour écrire ta démo, tu as trouvé que l'assembleur qui était disponible n'était pas assez optimisé, donc tu as décidé de faire toi-même ton assembleur. Voilà, j'ai écrit le mien. Non, mais c'est ça, on est obligé de faire nos outils, c'est pas drôle. Oui, non, mais... c'est drôle, mais jusqu'à ce que ça soit moins drôle. Moi, je reste impressionnée quand même. Merci Roudoudou pour ta chronique sur l'optimisation. Même si le temps n'était pas optimisé, il était nécessaire, je pense, pour bien expliquer la situation. On est large. Oui, on écoute BroadQuest et on se retrouve tout de suite après pour l'agenda. À tout de suite.
Oh, ça pulse. Brody Quest, Lemon the Band. Donc, c'est un projet musical créé par un comédien et musicien américain, Neil Cicierega. Excuse-moi. En 2003, à Boston, à Massachusetts, la plupart des musiques de Lemon Demon sont créées par cet auteur, qui est le seul membre officiel du projet. Mais un groupe complet est généralement constitué pour les spectacles en direct. Donc il a déjà publié sa musique instrumentale et plusieurs remixes pour des jeux vidéo sous les noms de Trapezoid ou Deporitas à la fin des années 90 et au début des années 2000, tout en étant fréquemment actif sur Adventure Game Studio. Bah, c'est sympa. Ouais. Et on va démonter un sujet, on démontera la musique. Ah ouais, avec plaisir. Ok. Eh bien, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et nous sommes contents de vous proposer d'écouter l'agenda. Ah bah d'ailleurs, c'est moi. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on a à l'agenda, Cécile ? Alors, atelier numéro 2 du 2071. Naviguer sur Internet et gérer ses mails sereinement. Le bus numérique du département de Saône-et-Loire vous propose des ateliers gratuits et ouverts à tous pour mieux utiliser votre ordinateur, tablette ou smartphone. Donc, c'est sur inscription les mardis 13 janvier de 10h à 12h, salle du conseil, toujours de la mairie à Saint-Germain-en-Brionnais. Mercredi 14 janvier de 14h à 16h à la médiathèque de Allée du Stade à Saint-Germain-du-Plain. Et le 15 janvier de 10h à 12h, salle des Marronniers. C'est 170 route d'Amanzé à Saint-Symphorien-des-Bois. Soirée libre bidouille, c'est l'occasion de voir comment marche le logiciel libre, de demander ou de donner un coup de pouce, de découvrir ou faire découvrir une astuce d'installer GNU Linux. C'est le mercredi 14 janvier à 17h, espace autrement, 1 rue Désiré Boncel. Boncel. Ah, c'est un patronyme du coin, oui. Ok, à la Mastre. Super. Et Global Game Jam, une compétition mondiale de création de jeux vidéo. Inscrivez-vous rapidement. C'est sur inscription le vendredi du 26 janvier au 1er février en ligne sur de nombreux sites référencés. Voilà, c'est soit en ligne, soit sur place, mais il y a plusieurs places. Voilà. Il y a une semaine de préparation avant, c'est pour ça qu'on l'annonce un peu à l'avance. Julien Delien, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper ? Alors, je me gratte la tête de quoi s'occuper en attendant les prochaines vacances. Donc 2 mois après la fin de la microalchimie, vous avez la possibilité de redécouvrir l'ambiance exceptionnelle de ce rassemblement dans le podcast d'Amiga Impact, monté avec Amour et HD Direct. Waouh, avec c'était. Alors monsieur, c'est Batman. Oui, c'est Batman qui a fait le podcast. Batman, si tu nous écoutes, salut. Et puis, les vidéos des conférences du 39C3 sont déjà là. Ils sont très rapides au CCC1. Et sinon, la Commission européenne nous consulte sur sa stratégie pour un écosystème numérique ouvert qui définira, je cite, une approche stratégique du secteur des logiciels libres dans l'UE qui tienne compte de l'importance de ces logiciels en tant que contribution essentielle à la souveraineté technologique, à la sécurité et à la compétitivité de l'UE. Un cadre stratégique et opérationnel visant à renforcer l'utilisation, le développement et la réutilisation des ressources numériques ouvertes au sein de la Commission. Voilà. L'appel à contribution est ouvert jusqu'au 3 février. Oui, c'est court, comme d'habitude. J'ai jamais eu le temps de répondre à ces trucs, moi. Sinon, plus localement, le collectif d'associations valentinoises d'éducation populaire adresse un cahier de doléances aux candidats à l'occasion des municipales. Parce que à Valence, comme ailleurs, il n'y a plus de subventions, c'est compliqué pour les assos, tout ça. Et il y a un formulaire permettant à d'autres associations qui soutiennent ces propositions de les signer aussi. Clairement, c'est intéressant. Mais Voilà. Pour revenir sur la vidéo de conférence des 39C3, tu les trouves rapides, mais moi, je les ai trouvées vachement rapides. Quand tu nous as dit que l'autre avait fait sa conférence en Power Ranger Rose et qu'en direct, il a fait disparaître des sites. C'est diffusé en direct, et puis après, il y a les enregistrements qui sont disponibles aussi. C'est un truc de dingue. Et pour la plupart, c'est traduit soit en allemand, soit en anglais. Ça va très vite. Et parfois, c'est traduit en français, mais pas tout le temps encore. Efficace. Voilà. Ah oui, c'est carré, c'est allemand. Carré. C'est carré. Astrologique, frottons cette boule.
Technocritique, quand la bulle de l'IA se cassera la gueule, ceux qui s'en sortiront sont ceux qui seront montés dans l'arche de Noailles. Allez, pas de moi, mais j'ai mis le lien. Hacker, t'as raté le 39C3, mais c'est pas grave, il y a 11 mois avant le 40C3. Nerd, pour un opticien, j'opterais pour un optiplex dans l'optique d'optimiser aux petits opinions. Atterriste. Oh, j'aime midi la musique magique. Son nom c'est j'aime, c'est le bureau que j'aime. Son nom c'est j'aime. Voilà, C'est du Marvel, hein, ça. c'est une série animée. On est les mix, on est les meilleurs. On est les misfits, on est les... Imprimeur, 1200 points par pouce, ça c'est ma bonne résolution. Web designer, non mais non, 300 dpi ça suffit largement. C'est pas fou. Bah oui, ça dépend de l'usage, voilà. C'est vrai. Enfin bon, quand Voilà, tout est vectoriel, après, tu te poses même plus de questions. c'est sûr, c'est mieux. C'est ça. Eh bien, amis auditeurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Ah oui. Et nous allons optimiser notre au revoir pour vous dire que on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et la semaine prochaine, en optimisant les choses, on vous rappelle que ce sera Medbel qui vous proposera de revenir sur MTV. Allez, Oui. à la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao. Bye. Bonjour Viviane, bonjour Lou, bonjour Nebel, bonjour Flo.